Bonsoir à tous. Je vous propose ce soir d'aborder un sujet très important dans le contexte actuel, résultat d'un gros travail d'analyse au cours des semaines passées, donc sur les grands axes d'innovation à privilégier pour la sortie de crise du Covid-19. Pas mal d'entre vous ont suivi les analyses qui ont été mises sur le web avant sur les innovations nées de la crise de 1929, sur la relation entre innovation et crise. Donc là, on rentre dans le vif du sujet sur les éléments clés qui devraient permettre la sortie de crise. Alors vous voyez, il y a un petit schéma qui a été fait de façon simplifiée, une trajectoire, l'arrivée du coronavirus, une chute violente et une période de résilience qui est la période actuelle, extrêmement délicate pour faire repartir l'activité et ensuite la vie reprendra son cours et les tendances du monde aussi. Donc je vais zoomer sur cette période toute particulière qui est de relance, qui ne se fait pas toute seule. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel, après vous pourriez voir des choses plus approfondies. Par ailleurs, il y a parfois des textes, parce que ça me sert pour ne rien oublier. Le document que je vous montre peut être téléchargé gratuitement sur le site du Club de Paris des directeurs de l'innovation. Donc si vous voulez vous reporter plus approfondi, il sera téléchargeable. Alors on va aborder plusieurs points. Les tendances lourdes, les grandes transitions et les risques majeurs. Donc on les avait analysés très fortement juste avant la crise. Alors il faut savoir que la crise ne change pas certaines tendances lourdes. L'évolution de la pollution, l'évolution de la population mondiale, de l'urbanisation, etc. Mais on les a revisitées pour voir de quelle façon elles étaient toujours à jour et de quelle façon elles étaient un peu influencées par l'évolution du Covid-19. Donc 5 tendances lourdes, 5 transitions, 8 risques majeurs. Je les évoque, je ne les développe pas parce qu'on les avait développés précédemment. On refera un point en fin d'année pour mettre ça à jour, mais je vous donnerai les éléments clés. Le zoom de ce soir, c'est sur les stratégies d'innovation de sortie de crise du Covid-19. 4 axes liés au pourquoi ça bouge et autres, 4 axes liés au comment, et 3 axes spécifiques à la période de résilience, c'est-à-dire des préoccupations liées directement à la période de résilience et qui devraient s'atténuer ensuite. Et une synthèse des points communs des innovations de sortie de crise Covid-19. Donc, ça s'adresse aux gens qui veulent être des innovateurs actifs par les temps qui courent. Alors, les sources, c'est des analyses assez lourdes qu'on a menées au niveau mondial, donc précédentes, sur 250 groupes mondiaux. On était en train de finaliser une étude qu'on sortira un peu plus tard sur la innovation, pérennité et résilience, justement, comment les groupes historiques résistent aux différentes crises et se redressent, donc qui nous a été particulièrement utile. Aussi, on avait fait un point sur une centaine d'études de prospective fondamentale et de mégatrends, donc on a réutilisé et revisité des travaux sur les grandes évolutions actuelles, notamment transition digitale qui est assez complexe. Et puis on a revérifié auprès de 150 groupes leaders sur comment ils abordaient cette période où l'innovation est au service de la sortie de crise 2019. Pour information, le 18 juin, on fera une conférence en direct avec 10 témoignages de grandes entreprises ou moyennes sur leur stratégie actuelle, comment elles abordent la suite par l'innovation, depuis des entreprises en très grande difficulté, d'autres qui le sont moins. Donc voilà, fait partie des gens qu'on a interviewés. Donc voilà, c'est un travail assez fouillé. Normalement, il est assez exhaustif, même s'il y a toujours des pistes spécifiques qu'on peut avoir oubliées ou laissées de côté. Alors, concernant les mégatrends, donc qui sont des tendances lourdes qui traversent une épidémie, croissance et redistribution de la population mondiale, donc je passe, croissance forte dans les pays émergents, stagnante dans les pays développés, on y reviendra en analysant les stratégies spécifiques, urbanisation qui se poursuit. Alors, on a une concentration de la richesse en ville, 60% des gens dans le monde vivent dans des grandes villes, mais 90% du PNB est dans des grandes villes. Est-ce que la crise du coronavirus va marquer une tendance au retour vers des villes moyennes ou campagnes? On l'observe un peu, on observe aussi l'inverse, ceci dit. Donc il faut attendre un peu pour voir ce que ça donnera, mais globalement, ça ne devrait pas changer les grands fondamentaux de l'urbanisation mondiale. Réchauffement climatique, je ne l'aborde pas, il est bien connu, évidemment, il ne s'est pas arrêté. Si, il s'est un peu arrêté quand il y avait beaucoup moins de voitures qui roulaient et moins d'usines qui fonctionnaient, mais c'est très provisoire. Donc on est sur une tendance qui se poursuit. Globalisation, là aussi, on a une évolution globalisation.
On va l'analyser sur les stratégies d'innovation par rapport à la globalisation. À la fois, certains disent c'est les limites de la globalisation, c'est à cause de la globalisation. Puis d'un autre côté, ça a démontré parfaitement que les problèmes étaient globaux. L'épidémie était sur tous les pays du monde, donc il faut des stratégies globales. Donc on verra, il y a un impact sur globalisation, hein, une inflexion de certaines formes de globalisation qui avait été extrême, mais perspective de nouvelles plus équilibrées, disons. Les grandes évolutions technologiques, les technos continuent à déferler sur le monde à un rythme élevé. On ne les utilise pas toujours toutes ou mal. Normalement, ce sont des solutions technologiques, mais ce sont aussi des problèmes, il faut les maîtriser. Donc là, il n'y a pas de changements radicaux, à part, mais on va le voir après, des technologies numériques qui ont fait un saut. Les grandes transitions, donc transition écologique, qui se poursuit, hein, possibilité de l'accélérer dans certains domaines, ce que souhaitent la plupart des États dans les plans de relance, d'aller un peu plus loin encore dans la transition écologique, qui était très très amorcée, c'était l'obsession déjà juste avant, donc je dirais c'est pas tout à fait nouveau en soi, mais ça peut s'orienter quelque peu différemment. Transition énergétique de la même façon, hein, par rapport aux produits carbonés, au pétrole, à l'électricité, au vent, on reviendra dessus. Transition digitale, alors la transition digitale fait un saut copernicien pendant le confinement par obligation. On reviendra, c'est un point très important. Il serait très très naïf de croire que c'est une affaire réglée, que tout le monde va travailler en télétravail. Il y a des aspects très positifs, il y a des aspects très négatifs, il y a des aspects intermédiaires, il y a beaucoup de boulot à faire pour l'harmonisation de l'approche digitale et de l'approche présentielle et de l'approche de ce qu'on appelle l'économie réelle et du rôle des gens concrets. Transition économique, et là aussi, alors pourquoi on parlait de transition économique? C'est que le monde est moins riche que les gens le souhaiteraient. On a toute une partie de la population qui n'a pas un revenu qui est terrible. Et là, la crise va appauvrir une partie de la population mondiale, surtout dans les pays en voie de développement, bien qu'ils aient été peu touchés par le coronavirus, mais ils ont tout l'impact économique. Et puis dans les pays développés, une partie de la population. C'est-à-dire développer des biens et des services pour une population moins riche. Innovation accessible à tous, on va revenir là-dessus, mais c'est un axe qu'on analysait déjà. Et enfin, transition humaniste. Alors il faut savoir que ça, c'est commun à toutes les épidémies de l'histoire. Quand il y a une épidémie qui valait par nature la planète, elle ignore les frontières. Il y en avait du temps des Antonins sous Rome, hein, il y en a eu à toute époque, au Moyen-Âge, pour ça, des grandes pestes. Dans ce moment-là, tout le monde peut être touché dans tous les pays, quel que soit son niveau social, sa race, etc. Et donc ça entraîne je dirais, une fraternité qui dure un certain temps. On prend conscience de l'universalité de la condition humaine, et donc il y a une période de plus grande empathie, hein, de recherche de choses plus humanistes. Il faut faire attention, ça ne dure pas éternellement. Une fois que tout va mieux, les gens cherchent aussi à en découdre. Mais il y a cet axe donc de la transition humanisme sur longue période. On fait innover plus pour les vrais besoins fondamentaux des gens, quels qu'ils soient. Risques majeurs, alors on a des risques importants qui sont toujours là. Alors, pandémie, elle est en cours. C'est un risque qui a été analysé parmi les 10 principaux risques mondiaux par les meilleurs analystes. Elle était au devant il y a quelques années, puis comme ça n'arrivait pas à la reculer, puis elle a fini par arriver. Crise financière, elle n'est absolument pas réglée. On n'avait pas fini la crise précédente. Là, j'ai injecté énormément d'argent, donc financièrement, il va falloir réguler ça. Il y a toujours un risque de crise systémique qui n'est pas réglé. Cybercriminalité, alors là, c'est absolument explosif, au point que dans certains pays, c'est repassé devant, enfin c'est un autre type de virus, hein, c'est des virus informatiques. Mais vous avez vu récemment aussi bien EasyJet, Bouygues, Target, la ville de Marseille, enfin, ça n'arrête pas. On a un avantage à l'attaquant en ce moment qui pourrait durer un certain temps. 1 an, 2 ans pour les plus optimistes. Donc ça, c'est un problème fondamental, d'autant qu'on va aller plus loin dans le digital. Donc c'est pas réglé. Et la 5G était fait un petit peu comme si tout le monde était très gentil. Donc on se pose quelques questions. Protectionnisme exacerbé, chacun veut faire tout seul, se couper du reste du monde. Voilà, America First et tout ça, c'est un risque parce que l'économie est très très liée sur l'échange. On reviendra dessus pour les entreprises. Stagnation des croissances, c'est le risque que la machine ne reparte pas complètement, que la stagnation dure et que l'on ait une période assez longue de décroissance. Perte de valeur commune.
Alors on a vu, il y a des valeurs communes liées, tout le monde a applaudi les médecins, tout le monde se sent solidaire face à la maladie. Ça n'est pas forcément durable. On voit aussi pas mal de communautés qui ont envie d'en découdre. Donc risque de fragmentation de la société dans un contexte comme cela, hein, opposition entre parties de la société. Et il y a toujours sur le fond du conflit terroriste qui n'a pas disparu, mais qui pourrait profiter de la crise. Donc ce n'est pas les risques qui manquent. Ça donne le tableau d'ensemble. Je vous dis, je ne le développe pas, sinon il nous faudrait toute la soirée. Mais il faut savoir que nos stratégies d'innovation évoluent dans ce contexte. Alors, premier point, avant d'aborder comment les entreprises s'abordent à innover pour sortir de la crise, il faut noter que la période aiguë de crise sanitaire, quand on a été au pire, manquait de tout, de masques, de blouses, de surblouses, de charlotte, de gel, etc. En fait, les entreprises ont réagi très rapidement. On a eu des centaines d'entreprises françaises notamment, mais pas seulement, qui ont fait preuve d'une exceptionnelle capacité d'innovation. Hein, coopération, adaptation ultra rapide de leurs moyens de production, création de chaînes spécialisées. Et ça a été mené tambour battant avec des coopérations jamais vues avant, hein, entre Air Liquide, Schneider, Valeo et PSA, ou entre Decathlon, Bic et Safran, des entreprises historiques, LVMH, Chargeur, Michelin, ont réagi très vite. Donc ça a été très bien reçu, à la surprise même. J'ai une citation de Macron le 13 avril, hein, dans une PME. Il dit: ce qui semblait impossible depuis des années, nous avons su le faire en quelques jours. Donc il y a le nous s'associe à ce qui marche. Hein. Nous avons innové, osé, agi au plus près du terrain. Beaucoup de solutions ont été trouvées, nous devons nous en souvenir. Ce sont des forces pour le futur. Donc ça a montré la rapidité d'adaptation d'entreprises face à des enjeux supérieurs de la nation, économie de guerre, comme on dit, il fallait les masques, on les a fait. Donc ça montre que les entreprises ont une grande résilience quand il faut, qu'il y ait l'urgence nationale pour le faire. Donc, pour mémoire, maintenant on aborde une autre phase. Alors je vous ai mis un schéma là. J'aime pas du tout le terme monde d'avant, monde d'après, mais je le mets entre guillemets parce que la grande presse parle comme ça. Donc, on était sur une évolution de croissance moyenne, hein, crise violentissime, puisqu'en quelques jours on arrête tout. C'est la première fois de l'histoire que c'est une décision politique d'arrêter pour faciliter le traitement des malades, régler la crise sanitaire. Et puis on en sort massivement maintenant. Donc période de résilience. On anticipe sur l'année actuelle, 2020, une perte de 10 à 12% du PNB, c'est gigantesque. Et il faudra donc rebondir dans la suite. Donc on est dans cette période de résilience, on a commencé à déconfiner et tout. Donc, alors là, je mets une belle courbe qui remonte et puis qui revient après sur la tendance un peu passée. Ce qui ne veut pas dire que ça sera pareil qu'avant, mais le monde va continuer son histoire avec des possibilités d'évolution variées. On ne verra pas sensiblement le passage à cela. Le plus difficile, c'est les mois et les trimestres et semestres qui viennent, parce qu'en plus, c'est une courbe qui devrait être dans ce genre-là, quoi. Avec des risques d'arrêt, un peu de reconfinement, des secteurs qui repartiront pas aussi vite qu'ils sont prévus. L'annonce de pas mal de licenciements massifs peut entraîner des attitudes de thésaurisation. Donc, c'est vraiment la période la plus délicate. L'histoire nous a montré, j'ai vu, on a analysé beaucoup de crises dans le passé, que c'est là que tout se joue. En fait, c'est l'innovation qui permet de sortir de la crise. On ne sort pas de la crise, on innove après, en se préoccupant d'après. Pour en sortir, il faut des produits et services adaptés. Déjà, sécurité, simplement au niveau de la santé, hein, en ce moment, masque, mais pas seulement. Développer des produits qui correspondent à la nouvelle donne, et c'est ce qu'on va analyser. C'est cette période actuelle la plus délicate, hein, qui est entre aujourd'hui, je dirais, fin d'année déjà pour ce qui est innovation rapide, toute l'année 2021 et sans doute une partie de 2022-2023. Alors, dans cette période, tous les pouvoirs publics, quand on parle avec la Commission européenne et les politiques français, tout ça, ils attendent beaucoup des entreprises, en disant c'est elles qui ont la capacité de savoir exactement comment redémarrer dans leur secteur. Donc, hein, ils doivent monter en puissance de l'activité dans un contexte incertain, ce qui veut dire beaucoup d'innovation pour s'adapter à ce nouveau monde avec des produits existants et des nouveaux produits et services. Et ceci dans un temps record, hein, avec des innovations plutôt rapides. Alors, je vais revenir sur les grands axes d'innovation des entreprises leaders qui ont été réévalués mi-mai. Fin mai, c'est-à-dire
il y a 10 jours en fait, à peine une semaine, après des longs travaux, donc c'est pas l'avis d'il y a quelques jours, c'est des avis de fond. On a repris les grands axes d'innovation que retiennent les entreprises leaders dans le monde. Elles n'ont pas globalement changé, ou peu. En revanche, elles sont soit accélérées, soit ralenties, un peu transformées par l'arrivée du coronavirus. Alors vous voyez, il y en a 8, alors il y en a 4 grands axes liés au pourquoi. Innovation globale, du made in au made with, hein, de quelle façon c'est affecté par la crise du Covid-19. Innovation humaniste, répondre aux vraies attentes, on va le développer. Innovation inclusive, accessible à tous dans une période de plus grande pauvreté. Développement humain durable et 17 objectifs mondiaux à 2030. Hein, qui sont 10, même 11 humains, 4 développement durable dans le sens écolo et 2 de gouvernance. Ensuite, 4 axes liés au comment. Alors, pourquoi le pourquoi revient fort, les gens veulent savoir le sens, où ça va, quelle est la mission, quel est l'objectif, pourquoi, pour qui, etc. Alors que le monde était beaucoup sur le comment utiliser, comment faire sa transition digitale sans trop se poser de questions sur le pourquoi, comme s'il allait de soi. Là, il y a un retour du pourquoi très fort. 4 axes liés au comment. Stratégie intégrée d'innovation, donc cohérence et rapidité d'exécution, on va voir avec les structures qui ont été mises en place, les cellules de crise et autres task force. L'innovation totale, tous ensemble, comme on parle de qualité totale, c'est-à-dire tout le monde y est associé. Design together, la coopération avec la société. Optimisation de la transition digitale, donc on va optimisation dimension humaine et métier qui avait été oublié, donc gros zoom sur le digital. Et 3 axes spécifiques à la période de résilience. Ce sont des points importants actuellement qui normalement devraient avoir disparu dans 3-4 ans. Innovation et économie dirigée, l'État intervient partout dans ce contexte-là, c'est lui qui a tout arrêté, donc il aide, il soutient, il prête, il lance des plans de relance, donc il y a des inconvénients et des avantages, mais enfin il faut travailler avec. Innovation de reprise d'activité, beaucoup de blocages, donc beaucoup d'innovations qui ont pour but de lever tous les blocages. Innovation de type problem solving, il y a des problèmes, on les résout constamment. Il faut désinfecter les lieux, les grands lieux, les gares, les stades, machin. De quelle façon pratique, efficace. C'est pareil dans les moyens de transport. Comment faire pour ne avoir aucun risque dans un moyen de transport? Je passe. Innovation de stimulation de la demande, achat compensatoire. Ça, c'est un point très important, on développera à la fin. C'est-à-dire que comment aujourd'hui la crise est plutôt de la demande. Les avions sont tous prêts à décoller, les pilotes sont prêts aussi. Simplement, il y a très peu de gens qui vont prendre l'avion pour des raisons et administratives et de moindre désir de possibilité de le faire. Pareil pour d'autres domaines, comment aller chercher ce qu'on appelle les achats compensatoires qui compensent la période de crise et pour lequel il existe de l'argent. Donc là, on balaie à peu près les points, mais on va les analyser un peu plus en détail chacun. Alors donc, on va balayer ces 8 grands axes d'innovation qui ont été validés sur 250 entreprises leaders dans le monde, plus toutes les autres entreprises de SBF 120, plus les ONG, enfin tout ce qui bouge. On avait une très grande cohérence de cela et on a regardé comment c'était affecté. Donc chaque fois, il y a un petit virus pour voir de quelle façon ça affecte. Plus des nouveaux axes qu'on vient de voir qui sont pendant la période de résilience. Alors, par rapport aux mégatrends, ces grandes tendances identifiées début 2020, présentées en mars, pour vous dire, hein, horizon 2030, juste avant la crise, l'impact de la pandémie joue surtout un rôle accélérateur ou amplificateur, ou l'inverse. Pas de changement radical d'évolution. L'écologie, c'est pas nouveau, on était déjà totalement dessus. C'est peut-être des orientations nouvelles. Les impératifs de développement durable, du recentrage des innovations sur les besoins des individus, approche plus humaniste, human-centric, d'une transition digitale affirmée au service de l'humain, c'était déjà omniprésent, c'est bien analysé. Donc la crise n'en change pas fondamentalement la nature, mais elle fait ressortir comme une nécessité plus forte. Je cite l'exemple déclaration du patron de Danone, il y a quelques jours, quand on lui dit alors ça va être quoi l'économie d'après, il vous dit il faut une économie résiliente, bon, avec le Covid, c'est exactement ce qu'on a dit, elle doit être fonctionnelle, circulaire, numérisée, bien entendu, plus inclusive. Alors tout à fait, mais c'était déjà les propos du PDG de Danone qui a pris le lead depuis quelques mois, même 2 ans, sur les entreprises à mission, donc il voulait plus économie circulaire, meilleure utilisation du digital, plus inclusif pour intégrer tout le monde. Donc on n'a pas de changements radicaux par rapport à ce qui est dit, mais pas mal d'adaptations. Alors, 2 objectifs fondamentaux.
pour les entreprises, il faut que les innovations qu'on veut mettre soient porteuses de réalisation rapide de chiffre d'affaires, qui soient rentables pour l'entreprise. Pour l'instant, elles montent tous. Elles disent on a 40% de notre activité, les avions 5% de l'activité, l'automobile moins 50%, etc. Et donc il y a tout un tas de blocages qui empêchent de redémarrer. Donc il faut les identifier, hein, et trouver des façons, des produits, des services qui permettent de dépasser ces blocages. Et pour ça, il faut coopérer, beaucoup de coopération entre des partenaires de l'écosystème. Je prends un exemple tout simple. Si on veut relancer un tourisme intéressant, il faut que les gens puissent prendre un parcours où ils n'aient pas de risque. Donc on appelle ça des parcours clean and safe, qui garantit, où tous les partenaires garantissent qu'il n'y aura pas de risque avec le coronavirus. Hein, ils ont pris les mesures, etc., un engagement commun, une assurance commune, pour que, prenant l'avion, les transports terrestres, aller dans les hôtels, dans des parcs de loisirs et tout, c'est un parcours qui soit bon. Donc il faut coopérer pour débloquer les situations, avec des entreprises en amont, en aval, en périphérie, pour des solutions communes. Et puis, il y a les processus internes. On a bien vu, pour réouvrir, il ne faut pas qu'il y ait de risque pour le personnel. Donc, il y a tout un tas de procédures. Vraisemblablement, elles seront levées dans les semaines qui viennent. Mais pour l'instant, il faut les dépasser. Donc, des solutions blocage, problèmes, surcoûts pour la reprise de l'activité. Identifier les blocages avec les responsables terrain, chercher des solutions, faire des pilotes, des simulateurs avec les personnes concernées, démonstration rapide, validation, mise en œuvre. Là, il y a plutôt coopération que les entreprises qui ont des problèmes similaires. Par exemple, tous les gens qui étaient sur le transport, du type SNCF, Transdev, RATP, Air France, ils ont travaillé sur garantir une sécurité pour des gens qui sont dans un espace confiné, mais dont on gère le cycle d'air assez rapidement, donc pour le rendre pur, et ça a plutôt bien marché. Donc, coopération pour relancer la machine, externe vis-à-vis de ses clients et interne vis-à-vis des personnels et des gens qui y sont. Dernier point avant d'aborder les grands axes, il y a une très grande variété de la situation des différents secteurs. Donc je ne vais pas aborder chacun des secteurs, mais chacun a sa trajectoire. Et par exemple, on a 20%, enfin 21% en Europe, 25% aux US parce qu'il y a les GAFA, d'entreprises qui ont beaucoup augmenté leur chiffre d'affaires pendant la crise. Hein, les gens du jeu vidéo, les gens qui organisaient tout un tas de services en ligne, les téléréunions, le télétravail, je passe les Zooms dont le fondateur a dit qu'il avait gagné 4,5 milliards en 15 jours, Team de Microsoft qui a été multiplié par 1000, et puis les fournisseurs de jeux vidéo, de tout un tas de choses, aussi de produits, comment dirais-je, de santé dans certains secteurs. Donc il y a des secteurs qui ont continué à tourner, voire en ont bénéficié. Amazon, enfin les GAFA d'une façon générale, leur valeur a augmenté. Et puis il y en a qui sont complètement à l'autre bout, c'est-à-dire qui sont intéressés à 100%. Un cas de restaurants, de cinéma, des gens du spectacle et tout, et d'autres, les avions tournent à 5% aujourd'hui, donc ça remonte très progressivement. Et puis tous les cas de figure entre de 0 à 100% avec tous les cas de figure. Avec des filières, donc il faut regarder la filière. Il y a l'intérêt des données globales, situation financière globale, croissance globale, chômage, pouvoir d'achat qui touche à peu près tout le monde, mais il faut partir de données sectorielles fiables. En ce moment, ça se fait avec les fédérations professionnelles qui connaissent exactement où elles en sont, quel est le taux de reprise des chantiers du BTP, le taux de reprise des usines auto, etc., pour se situer, pour cibler les innovations nécessaires. Donc, nécessité de zoomer sur son secteur, son entreprise, ses clients existants ou potentiels, ceux qu'on peut aller chercher, suivant qu'on est dans le transport maritime, dans le papier, dans la production de lait, etc. Donc ce que je vais vous dire est générique, ça touche l'évolution de la société avec des choses qui sont globalement communes aux entreprises. Je ne rentre pas dans les cas sectoriels, il est vital d'aller regarder dans les cas sectoriels. Alors, j'aborde maintenant les éléments clés qui sont considérés comme déterminants pour les stratégies d'innovation pour la décennie qui vient, donc 2020-2030, et l'impact du coronavirus. Stratégie intégrée, ça avait déboulé avant l'arrivée du coronavirus. Dans un contexte difficile, là, pratiquement tous les comités de direction ont décidé de remonter le plus haut possible les stratégies dites d'innovation, comme étant l'élément clé de la stratégie d'entreprise, avec beaucoup de fusions direction stratégie, direction innovation, direction business développement aussi, c'est-à-dire un objectif commun à tous, chacun s'engage dans sa particularité au service d'une stratégie globale qui est recadrée tous les trimestres ou tous les semestres au niveau d'un comité de direction spécialisé. Alors pourquoi intégrer? Parce qu'il y a à la fois
développer des produits nouveaux, être capable de les construire, coopérer avec d'autres pour les mettre sur le marché, peut-être acheter des entreprises complémentaires, donc de la fusion-acquisition, du marketing, de la finance, de la production. Ce n'est plus l'affaire d'une petite direction qui serait responsable de l'INO et pas les autres. Donc, alors, là, les éléments que je vous mets, c'est plutôt pour moi, donc, mais vous pourrez avoir le document si vous le voulez, où j'ai rédigé les points clés. Donc, stratégie intégrée d'innovation, pour une cohérence, une rapidité d'exécution de l'innovation, par les grandes entreprises européennes, qui savent qu'elles ne seront pas moins chères que les indiennes ou que les chinoises, et qui doivent être très cohérents pour avoir des innovations à plus forte valeur ajoutée. Qu'entraîne la crise du Covid-19 sur cela ? Alors déjà, l'alignement stratégique qui était un élément là, il est extrêmement important puisque la plupart des entreprises, dans cette période difficile, sont passées à une direction beaucoup plus ramassée, c'est-à-dire task force, cellule de crise, codir compact, qui se réunit régulièrement pour prendre des décisions clés, pour être réactif, pour discuter avec les services publics, pour être plus efficace. Il est vital que tous ceux qui veulent innover dans l'entreprise aient une relation directe à l'alignement stratégique temps réel. On reconfigure, puisque les politiques publiques bougent assez vite, et que le contexte aussi. Donc, les gens qui font de l'innovation doivent vérifier qu'ils contribuent aux objectifs stratégiques et à la résolution rapide des problèmes identifiés. C'est très difficile d'être dans son coin, sinon on sera éliminé. Et certains ont été un petit peu éliminés parce qu'ils étaient dans leur vision à eux, sans mailler avec l'entreprise. Connexion à la cellule de crise, bien établie, directement, ou indirectement, si on dépend d'une direction autre qui est présente dans la cellule de crise, pour avoir les informations, c'est quoi les axes stratégiques retenus, pour pouvoir faire des propositions de projets d'innovation correspondant aux objectifs retenus, et à l'inverse, avoir le retour. Prise d'initiative, le gros reproche que font les directions générales, c'est le manque d'initiative. Donc, c'est pas tellement que les gens prennent des mauvaises initiatives, c'est qu'ils n'en prennent pas du tout. Donc, nécessité de proposer des choses avec les différentes directions, des BU, entre elles, la recherche-développement avec le supply chain et le marketing, pour définir des produits, par exemple, moins coûteux, un peu moins chers, pouvant être mis rapidement au service de la population. Donc, initiative d'échange avec les différentes directions. Dans l'enquête qu'on a menée, les entreprises qui l'ont fait, ça marche très bien. De se dire on va serrer les coudes entre différentes fonctionnalités pour faire des innovations rapides et efficaces. Et piloter des projets, notamment au niveau des directions d'innovation, des projets qui sont généralement transverses, en équipe ouverte, coopération interentreprise, coopération avec les organismes de recherche. Ça, c'est très important, on va le voir en plus après. Compte tenu de tous les plans de relance qui déboulent, va falloir être capable de gagner les appels d'offres quand il y aura les appels à projets. Et donc, il faut être prêt au niveau de solutions solides, plutôt coopératives. Les organismes publics aiment bien la coopération entre entreprises, PME, moyennes entreprises, régionales, etc. Donc, un impératif de l'alignement stratégique par rapport aux difficultés de l'entreprise actuellement pour les directions d'innovation. On ne doit pas être trop ésotérique dans cette période de résilience. Deuxième point, innovation globale. Alors, innovation globale, ça veut dire au niveau de la planète. Alors là, on est sur beaucoup d'ambiguïté en ce moment. Ce qui a été apparu comme étant déterminant pour l'Europe, notamment, c'est-à-dire de développer une innovation globale qui évolue non pas comme une agression, je te vends 100% de ce que j'ai, la bataille des made in USA, made in China, made in India, made in France, made in ce qu'on veut, auquel cas chacun se replie sur son activité, mais ça a un impact considérable au niveau de la croissance qui peut partir en vrille, comme on l'a eu avant toutes les grandes guerres, il y a eu le protectionnisme. C'est plutôt innover de façon plus intelligente avec un monde en évolution rapide, notamment les pays émergents. Je rappelle, souvent, la France, c'est 0,7% de la population mondiale. 99,3% des gens sont ailleurs. Évidemment, elle ne peut pas faire des Airbus que pour Air France, elle ne peut pas faire du cognac que pour les gens du coin, ou n'importe quel autre produit, ou du Chanel 5. On a des entreprises qui sont très internationalisées,
plutôt mieux que d'autres. Elles n'exportent pas tant que ça, mais elles coopèrent beaucoup dans les différents pays. C'est ce qu'on appelle le passage du made in, je fais tout seul, hein, made in Germany, 100% allemand, comme une Porsche par exemple. Porsche est garantie 100% allemande. Quand on l'exporte, on va dire oui, mais vous agressez les États-Unis avec un produit qui est fait qu'en Allemagne. Et donc on va vers des co-constructions, notamment avec les pays émergents. On appelle ça du made with, faire avec. C'est un axe très important pour l'Europe parce qu'elle a besoin du 2 milliards de nouveaux clients qui déboulent en 10 ans dans les classes moyennes. Donc ça veut dire éliminer les problèmes les plus, comment dirais-je, d'une globalisation absurde, hein, transfert d'énormes matières premières sur longue distance, avec très faible valeur ajoutée, produits agroalimentaires venant de très loin, pour quelque chose qui soit une approche globale plus intelligente, qui rapproche les gens, qui soient gagnants-gagnants, plutôt qu'ils les opposent. Donc plus coordonnée. Hein, et par ailleurs, il y a besoin d'une coopération mondiale sur plein de choses. Réseau mondial d'alerte avancée sur le sanitaire, des vaccins bien communs de l'humanité, donc il faut coopérer entre les différents pays, ce qu'a relancé l'Europe. Donc, quels sont les points clés? Réorganisation et sécurisation des supply chains. Ce qu'a découvert la France en particulier et l'Europe en général pendant cette crise, c'est qu'elle était dépendante, trop dépendante dans des choses clés, fondamentales, hein, comme des vaccins, comme certains produits alimentaires, certains produits médicaux, certains systèmes d'armement, dans le numérique de façon incroyable, et donc souhait que sur des choses qui sont considérées comme étant stratégiques, qui permettent aux gens d'exister de façon indépendante, on réorganise et on sécurise des supply chains plus européennes. Ça va rester, on va avoir le détail sous peu des secteurs considérés comme stratégiques. Pour le reste, développement du Made with, il faut continuer dans la coopération avec les pays émergents. On n'a rien à gagner d'une opposition violente, avec des accords équilibrés, hein, qu'on appelle multilocaux. On est multinationales, on est plutôt multilocal. Être moins exposé aux conflits commerciaux. Hein. La France est pas mal là parce qu'elle est c'est plus son approche. Elle est plus globalisée que l'Allemagne, par exemple. Elle exporte moins directement, mais elle a pas mal de coopération sur place. Donc c'est un axe qu'on souhaite faire pour avoir un monde équilibré et qui ne soit pas en affrontement généralisé. Importante clé accrue de la dimension européenne. Il y a redécouverte de l'importance d'avoir un vrai marché européen. Le marché européen, c'est le premier du monde aujourd'hui. Hein. Après, c'est celui de la Chine, les États-Unis, nettement plus petit, et d'autres. Et donc, la taille européenne, le fameux grand marché, souvent, il est bypassé par les entreprises qui vont directement à l'international, qui ne sont pas plus européennes que cela. Parce que c'est souvent difficile, il y a eu des vieilles tensions entre pays, donc c'est pas plus facile pour un équipementier électronique de vendre en Italie qu'en Corée, mais peut-être plus difficile, et inversement, hein, avec des tensions qui rejaillissent au moindre problème. Donc là, il y a une volonté, tous les plans de relance, les actions vont être plutôt européennes. Ça permet que s'il y a conflit, qu'on ne décide pas, conflit commercial comme lance Trump par exemple, hein, America First, Made in America, taxe sur les Airbus, choses comme ça, ou chinois, l'Europe est un marché à sa taille. Si c'est la juxtaposition de 27 petits marchés, ça n'a pas la taille. Donc on va avoir renouveau du marché européen, c'est inévitable et c'est souhaitable, qui permettent d'avoir une zone plus harmonisée. On va le voir là le 15 juin sur le fait de réouvrir en même temps le marché commun du tourisme. L'Europe a 55% du tourisme mondial. Et donc retour d'une dimension européenne coordonnée, ce qui veut dire se préparer par rapport au gigantesque plan de relance qui déboule, qui sont vraiment nouveaux dans ce point-là, à des partenariats européens pour des projets d'innovation technologique. Donc penser pour remporter des appels d'offres qui seront de dimension européenne, sur des projets technologiques, industriels, infrastructures, services, voire des grands champs, comme ce qui avait été déjà fait avant le coronavirus, c'est-à-dire des équipes industrielles internationales européennes sur la filière hydrogène, sur la filière batterie, sur d'autres filières, armement et tout. On va avoir donc au niveau global un intermédiaire entre le national et le global qui va être l'Europe, qui va remonter d'un cran. C'est souhaité par tout le monde. Innovation totale. Alors total, ça veut dire tous ensemble. Comme on avait qualité totale, ce qui veut dire le petit logo en chinois, enfin en japonais plutôt, ça voulait dire ensemble. Total, ça veut dire tous, hein, ça ne voulait pas dire total dans le sens autre. Innover tous ensemble. Alors ça, c'est un des points très clés qui a marqué l'évolution de l'innovation depuis pas mal d'années, qui est de faire partager la dynamique d'innovation par toute l'entreprise.
parce que chacun capte des éléments, il a des idées à proposer, il souhaite être plus responsable, avoir plus d'initiative et d'autonomie. En plus, ça contre un désengagement du travail qui est un phénomène majeur depuis pas mal d'années dans le monde, où des gens se sentent moins engagés dans leur entreprise parce qu'ils ne voient pas tellement leur rôle à eux. Et le format le plus efficace pour que les gens soient engagés, c'est qu'ils définissent des projets d'innovation qui ont du sens au niveau de l'entreprise et qu'ils les pilotent. Et donc, il y a une évolution souhaitée par toutes les directions de l'entreprise, c'est que tout le monde soit embarqué. En plus, on fait appel à ce qui est plus évolué chez les gens, c'est leur intelligence, leur capacité de proposer, dans ce qu'on appelle les équipes autonomes, qui est le phénomène majeur depuis 5 ans. En innovation, on a fait plein de séminaires là-dessus, on a mis sur le web 50 exemples d'équipes autonomes, c'est-à-dire plus de responsabilités pour des équipes pour résoudre des problèmes. Actuellement, avec la crise du coronavirus, il y a plein de problèmes à régler et les cellules de crise ou les task force ou les CODIR concentrés génèrent des dizaines d'équipes projets. On dit voilà, il y a ce problème à résoudre, hop, vous lancez dessus, vous revenez avec la solution, vous coopérez avec les gens qu'il faut, etc. C'est une formule efficace, souple, reconfigurable, ciblée, largement ouverte. On peut coopérer avec des gens de l'extérieur sur un projet donné, une équipe donnée. Donc, équipe innovation autonome, sur lequel le secteur d'innovation avait bien avancé. Avec la Sorbonne, on a même créé des prix Innovation Team Best Practice pour valoriser les gens qui étaient en avance sur ces équipes autonomes dans tous les secteurs. Alors, pendant la phase de résilience, bien sûr, je dirais, on fait encore plus appel aux équipes autonomes vu les problèmes à régler. Donc, il est bien que les gens qui veulent innover pilotent de ces équipes. Sinon, on arrive un peu à un paradoxe qu'on a vu dans quelques entreprises en disant, écoutez, il y a plein de problèmes à régler, innovation, on verra ça plus tard. Hein, disons, les assimiler avec très long terme, un peu ésotérique. Là, on doit résoudre des problèmes. Mais oui, mais innover, c'est résoudre des problèmes aussi. Hein, ça s'appelle des équipes de team problem solving. On a identifié un problème, on va chercher la solution. Donc, il faut impérativement, les gens qui veulent innover, c'est le moment de le faire de façon efficace, rapide aussi. Ça n'empêchera pas de travailler sur des projets à long terme. Mais ils vont être jugés sur leur capacité à répondre aux vrais problèmes actuels de l'entreprise. Donc, favoriser les équipes autonomes partout où c'est possible. Hein. Et dans ces équipes, surtout, ce que nous montre la période actuelle, c'est qu'il faut résoudre des contraintes rapidement. Et les contraintes arrivent du terrain. Par exemple, quand on regarde les innovations qui sont multipliées dans la santé pendant la crise aiguë du coronavirus, la plupart des propositions, des projets d'innovation, il y en a eu des centaines, ils sont nés de la base. Ils sont nés des gens de l'usine, du marketing, de la vente, de la supply chain qui ont, se frottant aux problèmes, ils ont trouvé les solutions, ils ont fait appel à leurs partenaires pour trouver des solutions, ils ont restructuré les lignes de production. C'est pas venu spécialement des gens qui étaient fléchés innovation, qui étaient plus en amont, hein, sur des POC, des MVP et tout. Là, on veut que ça fonctionne et rapidement, qu'on mette en production et que ça rende service. Et donc, il faut intégrer dans les équipes autonomes les partenaires opérationnels, les gens qui vont réellement mettre en œuvre la solution, qui sont responsables, hein, pour que ce soit le plus opérationnel possible. Et le cas échéant, avec les partenaires extérieurs qui permettent de le faire. Hein, les fournisseurs de matières premières, de systèmes, de technologies, de plateformes, et choses de ce genre. Donc, innovation tous ensemble, je dirais oui, plus que jamais, notamment via ce qu'on appelle les équipes autonomes. Certains vont dire start-up interne, mais le terme start-up est tellement réducteur, il est tellement, enfin, je dirais presque ringard, parce qu'il est la même approche qu'il y a 25 ans. C'est plus général, ça recoupe la dynamique qu'ont des équipes ciblées, responsables, autonomes, très efficaces, notamment dans des structures plus larges. Troisième point, innovation humaniste. Alors ça, c'est pareil, c'est une tendance lourde. L'innovation a glissé vers une approche très, très technophile. On n'entend que de la tech, notamment en France, French tech, tech, partout. Alors que les technologies sont assez bien connues. Après, leur maîtrise est liée à des stratégies lourdes qui parfois échappent aux entreprises, mais elles peuvent accéder au meilleur état de la technologie. Ce qui est reproché, c'est que toutes les études sociologiques, dès avant la crise du coronavirus, montraient que les gens n'étaient pas très satisfaits de ce qui leur était proposé. Ça avait plus un intérêt technique qu'un intérêt humain. Ça correspondait, vous voyez, en bas, ce qui est plutôt un marché, une demande, mais ça ne remontait pas dans les besoins réels des gens, dans leurs attentes profondes, dans leurs souhaits, dans leurs envies, dans leurs désirs, dans leurs idéaux et dans leurs rêves. C'est-à-dire des produits relativement pauvres
par rapport aux ressentis humains les plus avancés. Et ça, c'est grave parce qu'à bout d'un moment, les gens s'en détournent. Il y a une dimension philosophique, humaniste, anthropologique, sociologique de la société qui ne se résout pas dans un seul problème technologique. Donc des innovations plus human-centrées que techno-centrées qu'apporte la crise du coronavirus. Hein, donc évoluer vers ce qu'on appelle les très hautes valeurs ajoutées humaines. Hein, philosophie, anthropologie de l'innovation, valeurs ajoutées culturelles, esthétique, design, éthique, etc. Alors, comme je vous ai dit au début, quand on a une pandémie, enfin une grande... il y en a eu, hein, la peste qui a supprimé 40% de la population européenne. On a eu la grippe de Hong Kong dans les années 69, je me rappelle, qui était beaucoup plus dure que celle d'aujourd'hui, qui touchait les jeunes. Les gens ne s'en rappellent même plus, tellement c'est passé vite. On a eu la grippe espagnole, etc. Je passe. C'est pas d'aujourd'hui. Quand il y a ces situations sanitaires, les hommes s'aperçoivent qu'ils sont de même nature, qu'ils ont la même condition, qu'ils sont tous touchés. Donc, période de solidarité. Donc, en ce moment, ce qui est tout à fait logique, on l'a vu dans les zones crises précédentes, on réoriente vers une notion de progrès humain, amélioration de la condition humaine. Les philosophes de la Renaissance définissaient l'innovation comme l'amélioration de la condition humaine. On prend conscience de la condition humaine. On peut être fragile, on peut mourir d'une même maladie à travers toute la planète. Bien. Donc, demande plus forte aujourd'hui d'empathie généralisée. Hein. Et il faut faire attention, ça peut partir aussi vite que le retour de la prospérité, on l'a vu dans le passé. On a eu plein d'innovations remarquables pour sortir de la crise de 29, mais la sortie de la crise de 29, ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Donc il faut faire attention, on a des fracturations de la société, des contextes de tension, manque de confiance généralisé entre les acteurs qui ne s'est pas amélioré. Et la France est la plus segmentée au niveau de la planète. Personne ne fait confiance en personne, donc il y a un risque, puisque la crise va laisser des traces, plus de chômeurs, de gens incertains sur leur avenir, qu'on ait des replis assez violents et pas de vision commune partagée où tout le monde repart avec un espoir commun. Donc il faut aller chercher, aller atteindre les ressentis réels des individus. Hein, aller plus loin que la demande ciblée sur le pourquoi et sur le comment. Alors, point clé, là, surtout actuellement, le contexte est favorable à des approches plus humanistes. Donc, développer une approche plus anthropologique de l'innovation, et qui aille vraiment au-delà des outils précédents, au-delà du design thinking, au-delà du parcours utilisateur, au-delà du traitement de la data. Ça n'est pas suffisant. Tout ça, c'est les rétroviseurs. Hein. Ça part sur les données passées, ça projette sur le futur à partir du passé. Donc, nécessité de reprendre bien contact avec les attentes profondes des gens à qui on s'adresse. Et là, il y a du boulot. C'est loin d'être le cas, on le dit mais on ne le fait pas. Hein, ça reste quand même très technocentré. Hein. Alors il y a une petite tendance à parler d'humain partout, de vraie vie, mais c'est un peu du human washing, comme on a eu du greenwashing. Hein. Il y a des sites de grandes entreprises internationales. Vous allez sur le site, vous croyez que vous êtes dans une ONG ou chez l'Abbé Pierre, tellement on vous parle d'humain, voilà, de solidarité. Mais qu'est-ce qui va en rester? Ça suppose une vraie réflexion sur les attentes profondes des individus à qui on s'adresse dans son domaine. Qu'est-ce qui permettrait à des gens qui viennent chez nous, dans notre centre social, dans notre hôpital, dans notre entreprise, dans nos voitures, dans nos trains, dans ce que vous voulez, pour aller plus loin dans leur satisfaction profonde. La meilleure façon d'intégrer ça, c'est d'associer les gens à qui on s'adresse au processus d'innovation. Donc, nécessité d'une avancée anthropologique et sociologique de l'innovation dans son domaine, concrètement. Il faut que les gens trouvent que là, oui, ça va plus loin que ce qu'ils attendaient. L'image des marques en dépend beaucoup aussi, hein, parce qu'on voit si on est plus loin dans ce qu'on attend ou pas. Alors, innovation inclusive, ça pousse le bouchon jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on a une partie de la population qui va se trouver de fait éliminée de la consommation courante. Alors, on en avait déjà, soit dans des pays émergents, soit une partie de la population qui ont perdu son travail, n'ayant pas un chômage très fort parce ils n'avaient déjà pas un salaire très élevé, ou ils sont indépendants, ou ils sont intermittents, ils sont hors statut, ils sont tout ce que vous voulez. Alors là, ça touche tous les pays. On le voit notamment aux États-Unis, puisqu'il n'y a pas une couverture sociale aussi forte qu'en France, il n'y a pas les mêmes aides quand on est au chômage. On sait que c'est un système qui est moins social. On est à 40 millions de chômeurs et c'est arrivé en 5 semaines.
avec des gens qui font la queue pour avoir des aliments, parce que si du jour au lendemain ils n'ont plus de revenus, eh ben, comment est-ce qu'ils vont consommer? Euh, alors, si vous avez regardé la vidéo sur la crise de 29, c'est dans ce contexte-là, en 1929, qu'a été lancé McDo pour que les gens puissent manger pour 25 cents. Sinon, ils crevaient la dalle. Donc, avec du pain, une tranche de viande, voilà, un petit peu de légumes et choses de cette nature. Et qu'on a fait tout un tas d'innovations qui sont restées. Des lavoramas pour que les gens viennent parce qu'ils n'avaient pas de machine à laver. Enfin, tout un tas de choses. Des magasins self-service parce qu'on n'avait pas les moyens de payer un vendeur. Enfin, généralement, dans cette période-là de crise aiguë, il y a un risque, c'est que si une partie de la population qui va représenter dans les pays développés 20-25%. Aux États-Unis, on est même un peu plus. On est une partie très pauvre. Faut y aller. Pourquoi? Une partie très riche, mais une partie très pauvre. En Europe, on a un peu des amortisseurs, ce qui n'empêche pas qu'on a une partie pauvre qui, elle, va avoir énormément de mal à consommer. C'est-à-dire qu'elle va avoir des fins de mois difficiles, elle va être très sensible au prix. Il va falloir aller lui proposer des produits et des services qu'on dit low cost, mais à bas coût, mais surtout, comment dire, inclusif. C'est-à-dire que tout le monde peut y accéder d'une façon ou d'une autre, plus qu'avant. C'est-à-dire viser un rapport qualité-prix qui aille plus loin que ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, développement d'une offre accessible à tous. Et ça, c'est un impératif. Sinon, une partie de la population va être exclue, ce qui entraîne une phase révolutionnaire de déstabilisation politique, parce que les gens voudront leur part, donc il faut arriver à les réintégrer. Ça demande un travail assez lourd. Généralement, par exemple, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en sortie de crise, généralement les entreprises, dans un premier temps, elles sortent des produits trop chers. Pourquoi? Ben, elles ont ramé pendant une période, elles ne gagnaient plus assez, donc elles arrivent un peu dans une situation délicate, donc elles vont chercher à se refaire, donc elles vont plutôt aller vers le premium qui leur fournit une plus grosse marge. Résultat, le premium est très encombré, plein de gens peuvent faire des produits sophistiqués si vous voulez, et toute la partie access, qui est la partie la plus délicate, c'est-à-dire l'entrée de gamme, ils sont pas bons. Sachez que dans l'histoire, les grands que vous connaissez aujourd'hui, beaucoup des grands qu'on connaît aujourd'hui, sont nés dans ce contexte de crise globale ou sectorielle, et ils ont été capables de faire une offre d'entrée de gamme remarquable. Ça veut dire la produire en quantité, c'est-à-dire bien la définir. Et ces entreprises s'appellent Airbus. Il a fait un bus qui volait, comme le nom l'indique. Il a cassé le cou avec la 300. IBM, pareil, quand il a sorti ses machines, alors qu'à cette époque-là, elles étaient très chères. Pareil avec Microsoft, qui a sorti des softs pour les micros, comme on n'avait jamais vu avant. Pareil pour McDo, pareil pour pas mal d'entreprises. GE aussi, des gammes de produits accessibles à tous. Ford avec la Ford T. Dans ces moments-là, en sortie de crise, il va y avoir réorganisation de la hiérarchie des entreprises. Celui qui arrivera à une entrée de gamme très compétitive emportera la mise, parce que sur ces plateformes très compétitives, il pourra reconstituer après une gamme qui ira jusqu'à du premium. Hein. Donc là, c'est un grand défi, hein, c'est-à-dire d'arriver à faire des produits qui soient accessibles à tous, alors qu'on a une structure de coût qui n'est pas très bonne, qu'on a des charges d'impôts sur la production. Et donc, c'est un sacré défi pour les entreprises européennes en général et françaises en particulier de retravailler sur une entrée de gamme compétitive. Alors, vous avez deux cas, typiquement, si je reste là-dessus, puisque c'est un des grands défis. Dans l'électrique, justement, en 2020, il est arrivé 50 voitures électriques sur lesquelles les entreprises travaillaient depuis des années. Elles ont mis 300 milliards, les grandes l'automobile, pour sortir des véhicules électriques qui viennent de sortir en 2020. Et ils ne sont pas tellement vendus déjà parce que les gens étaient confinés, mais pas seulement. Ils sont un peu chers quand même, c'est assez coûteux. Ils ne sont pas toujours encore très performants, malgré les aides. Et donc, dès la crise, là, des gens comme PSA ou Volkswagen, on retravaille sur une entrée de gamme beaucoup plus compétitive. Hein, un véhicule qui arrive plutôt dans les 15 à 20 000 euros que 25 à 30 ou plus, pour répondre à une attente qui va être où il faut une capacité de fournir à tous. Donc, et par exemple, Volkswagen a débloqué 60 milliards pour développer des entrées de gamme plus compétitives. Hein. Donc voilà, ça c'est très important, cette accessibilité à tous. Ça joue aussi pour les marques, parce que celles qui ne se montreront pas capables de fournir tout le monde, ils vont apparaître comme étant un peu, comment dirais-je, de se replier sur l'haut de gamme, la facilité, quoi, l'entreprise des riches, celle qui se contrefiche des gens qui ont perdu du pouvoir d'achat. Donc là, il faut travailler sur des entrées de gamme très compétitives tout de suite.
y compris sur des produits qui viennent de sortir, qu'on peut un peu simplifier, enlever ce qui était superfétatoire, optimiser le rapport coût-efficacité pour avoir l'effet volume. Alors, développement durable. Bon, développement durable, tout le monde vous dit, voilà, oui, redémarrons, mais en étant beaucoup plus exigeant en développement durable. Alors, il faut faire attention, bien sûr, mais c'était déjà l'objectif principal de tout le monde juste avant. Aller vers une économie circulaire, décarbonée, non-pollution, biodiversité, respect de la nature. C'est un axe fondamental. Le grand programme européen 2050, sorti juste avant le coronavirus, il portait justement sur ces éléments-là. Alors bien sûr, le fait que la relance doive être plus écologique, c'est une constante de tous les discours. Un petit peu le problème que ça pose, c'est que on est dans une crise qui n'est pas une guerre, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de destruction de l'appareil de production. Hein. L'appareil de production est intact. On n'est pas une période de reconstruction. Il faudrait reconstruire tout ce qui a été détruit pendant la guerre. Non, tout est impeccable. Le problème, c'est de la demande. Il est difficile de ne pas vendre ce que l'on a, qui est déjà au meilleur état de l'art aujourd'hui. Il faut beaucoup de recherche et de développement pour améliorer l'efficacité, notamment développement durable. C'est l'un des sujets les plus difficiles parce que beaucoup de voitures électriques ne sont pas développement durable. Hein. Elles sont électriques, elles ne polluent pas quand on les utilise, mais elles ont beaucoup coûté de CO2 avant, en parallèle et sur la fin. Et donc, il faut aller jusqu'au bout de la logique. Donc là, il faut s'adapter vite. Déjà travailler sur les produits qui sortent ou qu'on a en gamme pour les améliorer leur rapport coût écologie, c'est possible tout de suite, hein, parce qu'il y a une offre. La tendance là, les gens sont sensibles à l'écologie. Il y a le critère des prix, on voit dès maintenant avec la nouvelle consommation, hein, si c'est trop cher, ils ne prennent pas quand même, hein, parce qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat, donc il faut à la fois être plus écologique et moins coûteux, ce qui est très difficile d'emblée, parce que ça demande beaucoup de travail. Il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour dire ça va être électrique, ça coûte. L'électricité, c'est pas facile à faire, et il faut des produits, parfois ils ne sont pas du tout écolos, comme le lithium, etc. Donc, il faut d'abord redémarrer l'activité pendant la période de résilience avec les produits, relancer les usines. On a des voitures qui n'ont encore pas été vendues donc, et qui sont à la pointe des performances. Donc il faut les vendre. Elles sont au meilleur niveau d'écolo. On peut encore les améliorer par des innovations complémentaires. Ensuite, on va avoir des produits plus écologiques dans un second temps. Quand je dis second temps, il y a le coût de la recherche, du développement, des tests, etc. Même en accélérant tout, ça peut prendre 1 an, 18 mois, 2 ans. Hein. Petit véhicule électrique entrée de gamme, aujourd'hui, c'est plutôt 18 mois, ça paraît difficile, 2 ans, 3 ans. Donc ça mène à 2022, 2023. Il faut faire les deux. Donc, cibler les innovations écologiques rapides. Hein, on peut alléger, faire un peu du slim fast sur des véhicules qui sont trop lourds, qui ont trop de gadgets. Adaptation de produits-services existants pour les rendre plus écologiques, hein, des versions accessibles à tous. Et l'expérience a montré que c'était possible. On peut rendre nettement moins coûteux des produits pour toucher des publics larges. Et ensuite développer des innovations écologiques d'entrée de gamme plus performantes en développant des nouvelles plateformes. Et là, il va y avoir pas mal d'argent. Il faudra gagner les appels d'offres sur les plans de relance qui vont être écolos, qui auront une forte contenu écologique dans tous les domaines. Et donc, il faut s'y préparer parce que ça va aller vite avec la relance après l'été. Il faudra gagner des projets dans le cadre des appels à projets, hein, en ayant les partenaires qu'il faut. Régionaux, européens et autres, pour arriver dans cet axe. Donc bien sûr, ça sera plus durable, dans le sens écologique, hein, c'est-à-dire les 4 objectifs tirés des objectifs de développement durable. Hein. Les autres sont des objectifs de développement humain. Hein. Donc voilà, c'est sûr, mais je vous dis, il faut s'y préparer. Alors, Design Together, c'est une façon de fonctionner c'est une évolution très lourde, très tendancielle de l'innovation, c'est-à-dire de définir les nouveaux produits et services en coopération avec les utilisateurs. Donc, soit client B2B, hein, le dernier hélicoptère d'Airbus, par exemple, pour les plateformes pétrolières de la mer du Nord, elles ont été définies par des pilotes d'hélicoptères de la mer du Nord, des sociétés qui les utilisent au quotidien, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Hein, l'avion qui tient la route dans le désastre qu'il y a chez Boeing, le Dreamliner, il était défini par des passagers, il correspond bien à ce qu'ils attendaient, donc lui, il tourne mieux que d'autres. Et c'est une tendance lourde, hein, de coopération. Alors, ça a beaucoup d'avantages, parce que si c'est défini par les utilisateurs, alors il faut trouver les bons, ceux qui représentent réellement les utilisateurs.
hein, souvent des associations d'utilisateurs où faut les composer. Les produits se vendent plutôt mieux, hein. Si on se reportait il y a 5-6 ans, qu'on disait, vous avez des exemples de produits qui ont été définis par les utilisateurs, est-ce que c'est réel? On en aurait trouvé 5-6. Aujourd'hui, on a fait une vidéo avec 70, on va en trouver 200. Ça s'appelle des produits conçus par des pour des, enfin, c'est comme ça que nous on les appelle. Conçus par des musiciens pour des musiciens, par des sages-femmes pour des sages-femmes, par des agriculteurs pour des agriculteurs, par des pilotes pour les pilotes. C'est-à-dire définis par les gens qui sont concernés, ils savent ce qu'ils veulent. Du coup, s'ils ont bien participé à la définition, c'est des produits qui sont très successful, ils prennent le lead tout de suite, parce qu'ils ont été définis tels quels. Le logiciel le plus utilisé par les médecins était défini par des médecins. J'évoquais des sages-femmes aussi. Voilà. Dans la musique, on voit beaucoup, dans les techniques. Donc, Design Together, ça ne va pas disparaître. Et l'impact de la crise coronavirus ne change pas grand-chose à ça. C'est-à-dire, il faut concevoir avec les utilisateurs. La société se plaint qu'elle n'a pas les produits et les services qu'il voudrait, qui ne correspondent pas à ses vraies attentes, que les fournisseurs se font plaisir en mettant de la techno pour la techno. Donc l'intervention de la société, des communautés d'utilisateurs, hein, elle se confirme avec la crise. Ce qui change un peu, c'est qu'on a un glissement dans la société. Il faut être sûr qu'on travaille bien avec les gens qui sont les bons, qui concernent bien l'évolution actuelle des besoins. Alors, le plus simple, c'est de travailler avec les regroupements d'utilisateurs. Faites des choses pour les aveugles, vous travaillez avec l'association des aveugles, elle est très puissante, très professionnelle, très efficace, il n'y a aucun problème. C'est pareil avec ce qu'on appelle les associations de malades. Hein, si vous travaillez sur les traitements nouveaux pour une maladie donnée, pratiquement tous les gens qui ont cette maladie-là sont groupés dans des associations et vont travailler avec vous. Ça ne pose pas de problème particulier. Donc, ça ne change pas l'évolution de fond, se pose la question de la pertinence des partenariats. Hein, compte tenu des évolutions en cours, hein, des attentes sociales et de l'évolution des utilisateurs finaux. On a une montée de ce qu'on appelle les personnes de terrain, les gens qui sont sur le terrain. Donc, poursuite des projets d'innovation en design together, hein, concevoir ensemble, il faut optimiser les partenariats, hein, de conception. Penser au monde associatif qui est très dynamique, au regroupement nouveau d'utilisateurs qui se sont trouvés actifs pendant la crise. Hein, je ne sais pas, les jeunes agriculteurs, si on s'adresse aux agriculteurs, enfin les routiers, si on s'adresse aux routiers. Hein. Consommateurs émergents, en n'oubliant pas le secteur de l'économie sociale et solidaire qui souvent est très bien placé pour définir les besoins avec les gens qui sont utilisateurs. Là encore, je vous disais, il faut aller au-delà des outils un peu classiques, un petit peu vieillots qui ont été utilisés pendant 25 ans. C'est pas que c'était mal, mais il faut aller plus loin, hein, plus que design thinking, parcours utilisateur et data. La data s'est avérée un peu pauvre dans ces périodes-là parce qu'elle n'est pas prédictive, elle est rétro-prédictive. Hein. Prédictive dans le sens scientifique du terme, mais pas pour prévoir demain, ce qui n'a rien à voir. Donc quand le monde change, la data est un peu courte. Elle sert bien sûr, mais ça ne suffit pas. Donc, être en coopération avec la société, oui, ça le confirme. Il faut être bien sûr qu'on est en coopération avec la société d'aujourd'hui. Donc il faut sonder la société et la face à laquelle on est. Alors, dernier point, pour les grandes axes d'innovation, l'optimisation de la transition digitale. Alors, transition digitale, on a eu un coup d'accélération phénoménal. On n'a pas eu un coup d'accélération de la transition digitale, on a eu un coup d'accélération de l'utilisation du digital. Ceux qui offraient des plateformes de réunion en ligne, hein, vous les connaissez, Dream, Zoom, etc., ce que fait Cisco et tout, ça a été multiplié mais par 1000, 10 000, phénoménal. Vous voyez une dame là qui travaille, derrière c'est la cuisine. Bon, ça n'existait pas à ce niveau-là. Le big data aussi a été très sollicité, le e-commerce a explosé. Donc toutes les solutions quelque chose, e-travail, e-commerce, e-outils a explosé. Pour une raison assez simple, puisque 55% de la population du monde, de la Terre entière, a été confinée chez lui. Et donc, il a commandé par le web, il a travaillé par le web, il a consommé des services de jeux en ligne, de tout ce que vous voulez. Alors, on en est aujourd'hui, enfin, on a encore un peu cela à cause que ce n'est pas complètement déconfiné. Alors, on se dit, oui, l'impact va être très fort. Mais tous les sondages qu'on fait, toutes les études qui commencent à sortir, montre qu'il faut évaluer de façon impérative, parce que là, ça a été lié à une période où il n'y avait pas le choix. Donc ça s'est largement étendu. Le gros atout énorme pour le télétravail, par exemple, c'est qu'on supprimait le temps de trajet, alors que c'était la plus importante revendication de la société.
le coût exorbitant et le temps perdu par les trajets, là, il n'y a plus de temps de trajet, c'est le jour et la nuit, quoi. Temps de trajet qui tombe à zéro, donc il ne coûte rien. Possibilité donc d'habiter plus loin, pour d'être mieux logé pour le même prix. Ça résout tout à la fois pour l'État. Les logements, le transport. Donc on la voit comme la solution idéale. C'est beaucoup moins évident que cela. Beaucoup de chantiers doivent s'ouvrir en innovation parce que ça ne sera pas comme avant la crise, ça ne sera pas comme pendant non plus, qui est une période où on n'avait pas le choix. On va voir ce qui va rester et trouver l'équilibre subtil entre digital et entre monde réel. Et on a vu que là, les gens souffraient de l'absence de monde réel, sont revenus vers le petit commerce, sont revenus vers le contact direct, ils ont besoin de contact avec la nature. Donc on a deux mondes qui sont l'un à côté de l'autre. Alors bien sûr, il y a des fournisseurs qui vont dire mais 80% des gens peuvent télétravailler, c'est pas du tout à ça à quoi on arrive quand on a fait les études au niveau de l'académie, les technos, non, 22, 25, oui, et pas tout le temps, et de comment garder beaucoup de cohérence. Je sais que plusieurs grands groupes, y compris de Californie, avaient réduit fortement le télétravail juste avant la crise. Je pense à Netflix ou autre, parce qu'ils perdaient l'aspect créatif, l'échange entre les gens, qui fait que petit à petit le métier se vidait d'une partie de sa dimension humaine. Et donc il va falloir trouver des solutions durables. Et il faut le faire dès maintenant, refaire un point avec les gens d'un service, d'un métier. Qu'est-ce que l'on fait chez nous, qu'est-ce que l'on fait en liaison? Quel sera l'équilibre entre les deux? Sinon, on se prépare à des sacrés pétards. C'est-à-dire où les syndicats, où les gens joueront plus le jeu, ils se sentiront... Il faut le traiter. On a appris plein de choses. On a besoin aussi de contact. Et donc, il faut, pour chaque domaine d'activité, chaque sujet, faire un point sur comment vont se passer les choses à la suite et pas attendre que ça se fasse tout seul. Ou simplement parce que ça réduira les coûts des tours à la Défense, ou des transports de la RATP dans Paris. Et je vous dis, il remonte beaucoup de choses complexes. Donc n'attendons pas, parce que c'est au cœur du fonctionnement des entreprises. Si après on traîne un boulet, ça serait délicat. Donc il faut s'en occuper tout de suite. Qu'est-ce qu'on garde du mieux? Qu'est-ce qu'on enlève qui n'était pas le bon? Et comment on va fonctionner? Et on se met d'accord. Et voilà. Et ça va varier selon les métiers. Femme de ménage... en télétravail, ça n'existe pas, juste. Chauffeur taxi non plus, agriculteur non plus. Faut pas fantasmer sur des domaines qui... Et en plus, on sent une tension entre les gens qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Qui ont l'impression d'avoir une double peine et un salaire très bas. Ils doivent aller sur place pour s'occuper. Et les aides-soignants, les malades ne vont pas se laver à distance. Donc voilà, très très important de cela. C'est le moment de le regarder bien. Tant que c'est encore chaud, pour voir quelle sera la suite des événements. Et pareil pour les solutions. Il y en a déjà, ça joue sur la façon dont on s'organise, puisqu'on voit beaucoup d'études sont contradictoires aujourd'hui. On a vu une trentaine. Voilà, je vous dis, il faut vraiment définir. Et puis les solutions vis-à-vis des clients. Là aussi, il y a des tensions fortes entre les gens qui vendent en ligne, qui se sont fait beaucoup d'argent, mais les autres n'avaient pas le droit d'ouvrir. Donc les tensions se sont exacerbées en disant nous on paye les impôts, on a contact direct, on fait tout cela, et puis les autres n'en paient pas, et puis en plus ils font beaucoup d'argent et on va fermer une quantité de libraires, de petits commerces, ça va être Il faut trouver l'harmonie des relations entre monde numérique et monde réel. Dans les solutions aussi, pour voir ce que l'on veut sauvegarder du mode de vie, de ce que sont les solutions optimales, pour voir, et parce qu'il y a à la fois une demande de revalorisation des métiers du contact terrain et du contact direct, et puis utiliser les technologies de l'information pour gagner en productivité, ce qui est parfois le cas, parfois pas le cas. Donc là, il y a du gros boulot de stratégie d'innovation pour que les entreprises se sentent bien à l'aise avec leurs salariés, leurs métiers, leurs fournisseurs et leurs clients dans ce monde où il y aura un équilibre à trouver, variable suivant les domaines, entre digital et solutions terrain. Alors, trois axes nouveaux pendant la période de résilience post-Covid-19. On n'avait pas ça, donc il faut que les équipes innovation s'en préoccupent. Donc, la crise c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les États eux-mêmes arrêtent l'activité économique. Donc, on a eu des crises sanitaires énormes, mais si je prends les dernières, l'activité n'avait pas été arrêtée pour autant, bien qu'elles étaient énormes. Donc, intervention sans précédent. Alors, pas critiquer, ça aurait pu être fait autrement. Enfin, on en tirera les leçons plus tard, mais enfin, c'est un fait. On vous dit, vous arrêtez de fonctionner, vous mettez tout le monde est au chômage partiel. Bon, et il faut redémarrer. Donc, réglementation, interdiction, séquence d'économie dirigée. On apprend ce qu'on va faire, ce qu'on ne pourra pas faire, interdit, voire planifié. On nous parle d'un plan, nouveau plan, comme on a vu des plans dans le passé.
C'est une situation totalement nouvelle pour les entreprises qui géraient leurs relations à l'État, mais plutôt par les contraintes des impôts, des charges, etc. Et tout peu d'axes comment dirais, stratégiques. Là, elles doivent s'aligner sur les directives d'État, appliquer les réglementations, tenir compte des restrictions, pas se mettre hors la loi. Parallèlement, l'État, évidemment, il sait bien qu'il a arrêté tout, donc il fait beaucoup d'aides. Hein, il soutient les salaires, les revenus, il prend en charge tout un tas de choses, il prête de l'argent, voire il fait des subventions. Donc on est dans un interventionnisme comme on n'avait pas connu depuis très longtemps. Hein, et donc ces actions, et puis les plans de relance qui vont arriver, qui vont jouer un rôle déterminant, puisque vu les montants colossaux, euh, la grande majorité de l'innovation pour les 3 4 années à venir, voire plus, va être financée par les programmes d'État. Et donc, il faudra gagner, il faudra arriver à faire passer les projets dans les appels à projets, se relier. On est obligé d'en tenir compte. On vous dit oui, oui, je vous donne de l'argent. Attention, Air France, vous abandonnez des lignes nationales, vous engagez à resituer votre production en France, à faire plus écolo. Enfin, donc, une partie des décisions ne vient pas de l'entreprise, elle vient d'un dialogue entre l'entreprise et les organisations publiques. Les ministères de tutelle, mais aussi la Commission européenne, les plans d'action, les institutions qui vont véhiculer de l'argent. Et vous verrez, le 18, en rencontre nationale, on les fait intervenir. Qu'est-ce qu'ils mettent comme argent? Dans quels critères? Pourquoi? Dans quelles conditions? Que l'entreprise ait tous les éléments sous la main. Quel est le risque dans cette période-là? C'est l'attentisme. On attend d'en savoir plus. On attend que ce soit débloqué. On attend, pendant ce temps-là, ça ne redémarre pas. Et d'un autre côté, l'État, quand vous discutez avec l'État, il vous dit on attend que les entreprises redémarrent. C'est elles qui sont sur le terrain. Si elles voient des blocages, elles nous les disent. Et ils sont effectivement à l'écoute. Ils ont tenu fortement compte de l'avis des responsables du tourisme pour accélérer ça, ou d'autres entreprises. Mais c'est assez nouveau dans les équipes innovation qui déjà avaient tendance à ne pas être très multidisciplinaires. Cette arrivée massive de l'État, hein, comme composante, est très importante. Donc, nécessité d'une veille active et proactive sur l'évolution des actions de l'État. On les voit venir quand même un peu à l'avance. Il y a un lien direct avec eux qui sont les fédérations professionnelles. Hein, il y en a 60 qui sont directement en contact avec les ministères concernés, donc voir ce qu'ils ont défini, où ça va. Prévoir et anticiper sur les plans d'action, les plans de relance et tout ça, nationaux, binationaux. En France, il y a trois niveaux, le français, franco-allemand et européen. Et peut-être certains au niveau global, Banque mondiale et G7. Et donc l'entreprise doit tenir compte de ça. Elle fonctionne en économie dirigée ou semi-dirigée et semi-planifiée. Et malgré tout cela, elle doit définir sa propre voie d'innovation. Elle ne doit pas se laisser balader parce qu'elle a sa propre stratégie, son propre marché, ses propres cohérences. Ça rend un peu plus compliqué le pilotage des projets d'innovation, incontestablement, mais le risque, c'est d'avoir les contraintes sans en avoir les bénéfices. Il va arriver quand même beaucoup d'argent, et beaucoup d'argent ciblé, entreprises innovantes, ciblé innovation, ciblé avancée technologique. Et on ne peut pas être à côté quand on est une entreprise dynamique. Deuxième axe, le problème du déblocage. En simplifiant, mais pas beaucoup, les États qui ont décidé d'arrêter tout pour des raisons sanitaires, moi je me rappelle un ministre nous avait fait un exposé en disant c'est pas non plus la mer à boire. La France a l'habitude, tout s'arrête en France au mois d'août. Hein, et puis fin août, pof, ça redémarre. Bon, là c'est un peu pareil. Ça va être arrêté quelques semaines et puis on redémarre. Ben oui, mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Cette illusion, j'appuie, ça redémarre. Non, on peut appuyer 5 fois, ça ne redémarre pas comme ça. Déjà parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre les différents pays dans le monde, parce que les secteurs sont différents, parce que l'impact n'a rien à voir entre une compagnie aérienne et puis un producteur de jeux vidéo. Enfin, je passe. Donc, le redémarrage ne se fait pas très bien et beaucoup anticipent que la crise sera plus grave que prévu. C'est-à-dire moins 10% de PNB sur l'année, enfin moins 20% au deuxième trimestre, des démarrages, par exemple dans le transport aérien, beaucoup trop lents pour qu'on puisse éviter des licenciements massifs. Si on dit on retrouvera l'équilibre vers 2023, en attendant cette année, si on a 30% de l'activité, c'est déjà bien, puis on montera à 45 ou 50 l'année prochaine, ça veut dire 15 000 avions arrêtés au sol. Enfin, et donc, le risque qu'il y a, c'est que dans ce redémarrage, on ait en fait une convergence de visions pessimistes. L'économie est extrêmement sensible à la confiance. Est-ce qu'on dit ça repart? Habituellement, quand on a une guerre ou une crise violente,
À la fin, c'est la libération, tout le monde descend dans la rue, fait la fête, voilà, et on repart, et on a les 30 glorieuses, on a les années folles, voilà, on a la Renaissance, enfin, on a le contraste entre une période qui était très dure, et on sort de la guerre, et donc on reprend confiance, on réinvestit, on redémarre. Donc, il y a un mouvement de sorte de confiance et d'allégresse, et vous verrez, on mettra sur le web un petit peu comment sont passées les années 20, il y a un siècle, avec le rôle des flappers pendant les années folles, comme on est sorti de la crise. Là, ce qui frappe un peu, c'est qu'on n'a pas cet enthousiasme de sortie de crise. Alors certains analystes, notamment médecins, vont dire oui, mais on n'est pas sûr, on dit ça peut revenir, peut-être une deuxième vague, une troisième vague, faites attention, c'est pas fini. Et puis c'est rien, maintenant il arrive la crise économique, on annonce des plans de licenciement, donc les gens disent bah oui, mais si je perds mon boulot, donc je ne recommence pas à consommer. En France, on a eu la plus forte baisse quand même en mars du PNB par rapport aux autres pays. Hein. Allemagne 2,2%, en France 5,8% si vous voulez, hein, moyenne européenne 3,8%, et on a encore beaucoup de projections qui sont plutôt pessimistes. Les Français globalement disent qu'ils consommeront moins qu'avant, ils ont une inquiétude. Donc alors certains grands acteurs on dit qu'il faut qu'il y ait un leader qui dise bon c'est terminé, on repart. Ce qu'a essayé de faire France-Allemagne ensemble, Macron avec Merkel. 500 milliards quand même, ce qu'a fait la patronne de la Commission européenne, 750 milliards pour vous dire, ce qu'a fait la Banque européenne d'investissement, ce que font quelques grands maîtres d'œuvre en disant c'est eux aussi qui donnent le ton sur le cadence à laquelle ils redémarrent, la façon dont ça va fonctionner. Pour l'instant, ce n'est pas encore garanti complètement. L'enthousiasme collectif n'est pas là, on ne voit pas les gens trop dans la rue. Il y a aussi un risque, après la crise, et si on voit arriver des problèmes, qui est reprise des conflits. Or, la France sortait déjà de conflits lourds, de gilets jaunes, grève de la fin de l'année. Donc, alors, dans ce moment-là, l'important, et c'est ce que vous diront tous les plus grands économistes, hein, mais pas seulement, je vous dis, il faut restaurer la confiance. Et ensemble, on repart allègrement vers un monde nouveau. Pour l'instant, on a un début de, pas encore dire enthousiasme, mais depuis une semaine, on a plutôt une reprise où les gens ont plutôt plus confiance. On a une baisse du nombre de pessimistes. Alors l'État a un rôle à jouer là-dedans, les institutions qui essaient de donner le là, mais les entreprises aussi, notamment les grandes. C'est-à-dire qu'elles doivent restaurer la confiance et apparaître comme étant des entreprises de confiance. Qu'on peut s'appuyer sur elles, qu'elles sont là depuis longtemps, qu'elles ont tenu compte. Déjà qu'elles ont réglé le problème sanitaire, approche clean and safe ou l'équivalent. Des entreprises dans tous les pays se regroupent pour créer des labels en disant vous pouvez venir chez nous sans aucune inquiétude, c'est réglé. Elles doivent coopérer pour assurer les solutions qui assurent cette sécurité de bout en bout, mais ça ne suffit pas, on va très vite sortir des contraintes purement de santé publique pour arriver dans la confiance ou non sur les années qui viennent. Si on n'a pas confiance, eh bien on ne consomme pas, on met de l'argent de côté et on a plutôt dans une attitude qui peut mener à la violence. Dans l'autre cas, on a un enthousiasme collectif. On aimerait bien que les années 20 soient un peu des années folles, que ça reparte un peu sympa. Ce n'est pas garanti. Donc, dans les innovations qui sont proposées par les entreprises, la donnée retour à la confiance est clé. À nouveau, confiance de rentrer dans un magasin, un restaurant, confiance d'aller au Club Med, confiance d'aller où vous voulez. Il faut savoir que ça, c'est déterminant et c'est lié à pas mal de choses. Il faut se mettre à la place des utilisateurs et clients, dire qu'est-ce qui ferait que j'ai confiance et que là, j'ai envie de le faire. Donc ça, c'est très important. Trouver les façons de restaurer la confiance, sinon ça ne redémarrera pas bien et ça peut mener à une deuxième crise qui serait purement économique. Dernier point, qui peut paraître lié au premier, mais qui est plus spécifique, c'est ce qu'on appelle la captation du pouvoir d'achat et des achats compensatoires. Alors, que s'est-il passé ? On a eu donc tous les acteurs qui étaient bloqués, enfin, plus ou moins, pendant le confinement. Donc, on a maintenu les revenus, avec le chômage partiel, avec des différentes aides, compensation de chiffre d'affaires pour les indépendants. Alors ça ne couvre pas tous les dépenses qu'ils avaient, mais enfin, gros, par rapport à d'autres pays, c'était considéré comme un des systèmes les plus généreux, mais du coup, on se dit que quand ça va s'arrêter, ça pourrait prendre en pleine figure par rapport aux États-Unis, si vous voulez. Et impossibilité de consommer. Donc on continue à recevoir de l'argent, mais on ne pouvait pas consommer puisque les magasins étaient fermés et beaucoup de choses. On n'achetait pas de voiture, on n'achetait rien du tout. Ici, ça a entraîné une épargne forcée qu'on évalue entre 65 et 100 milliards sur la période de confinement qui n'est pas tout à fait finie.
La variation entre les deux, c'est pas de l'incertitude statistique, c'est la façon dont on mesure. Je passe, c'est un problème d'économiste. Il y a des effets leviers. Si j'ai tant d'argent, je peux faire l'apport personnel pour avoir un appartement, donc mon pouvoir d'achat est s'élever plus que ça. Enfin, je passe. Mais c'est déjà énorme. Et en plus, chose qui est moins connue, il y a eu la crise avant, la crise 2008, Lehman Brothers, il y a eu la période, je dis, incertaine, gilets jaunes, grève, etc. Les Français déjà ont constitué une importante épargne de précaution. Avec l'Italie, c'est les plus fortes épargnes de précaution qu'on ait. Alors je vous donne un chiffre pour montrer. Et comme en plus il n'y a pas de placement actuellement, sur les liquidités sur les comptes courants, ce qu'on garde sur son compte en banque, 604 milliards d'euros fin 2019. Pour vous donner une idée, c'est le double de 10 ans avant. 2009, c'était de l'ordre de 300 milliards, on est monté à 604. Alors, ça ne veut pas dire que 300 c'est le bon niveau et 604 c'est excessif, mais enfin quand même, je dirais on serait à 200 milliards de moins, qu'on serait à un niveau déjà d'épargne de précaution importante, qui ne sont pas forcément ni des gens les plus riches, ni des gens les plus pauvres, c'est un peu tous. Si on craint de perdre son boulot, c'est une logique absolue de dire moi je mets de l'argent de côté, je ne suis pas sûr de l'avenir. C'est une très bonne décision individuelle, on protège sa famille. Quand tout le monde le fait au niveau global, c'est un désastre collectif. Et certains économistes disent qu'il faudrait que les gens dépensent assez vite maintenant leur argent, sinon ils vont être chômeurs longtemps. Donc, et en plus, quand il y avait eu le phénomène le plus chaud des gilets jaunes, où Macron a cédé en disant j'augmente de 17 milliards le pouvoir d'achat, en fait ce pouvoir d'achat, il a été il a été thésaurisé à 3/4. Les gens ne l'ont pas dépensé, ils l'ont mis de côté parce qu'ils n'étaient pas sûrs du futur. Et en plus, une partie du reste était plutôt de l'importation. Donc on a une réserve de pouvoir d'achat considérable, réellement considérable par rapport à ce que sont les moyennes économiques usuelles, et notamment d'autres pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie assez importante de la population a quand même de l'argent de côté pour acheter quelque chose qui correspondrait bien à ce dont elles ont envie. Alors on voit, ça se développe par exemple dans l'immobilier en ce moment, en périphérie des grandes villes, où les gens vont un peu vers la campagne. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Mais ils disent non, non, mais j'ai de quoi faire l'apport personnel, donc je m'engage. Alors qu'ils étaient sur la réserve, ils ont dit non, non, on l'a bien vu, on a fait un choix clair pour la vie, etc. Ça peut être d'autres choses. Par exemple, le patron du Club Med nous parlait il y a 15 jours en disant ben, nous, là, on remplit les villages, surtout ceux qui sont. Les gens étaient confinés, donc ce qui est la montagne, les grands espaces, les grands terres, la famille dit on va se payer des vraies vacances, l'espace, on va pouvoir promener et tout, les belles vacances, quoi. Et ils ont l'argent pour le faire. Donc il y a une offre, il y a une demande qui est un peu premium, c'est-à-dire des gens qui ont les moyens de leurs achats. On trouve aussi vers de l'électroménager, différentes choses, en disant c'est le temps de faire. Et là, il va y avoir une bagarre, enfin il y a une bagarre entre les entreprises pour essayer de capter ces achats compensatoires. Puisqu'on a vu que globalement, on aurait plutôt une stagnation du pouvoir d'achat, baisse, on va faire des produits d'entrée de gamme performants, on a quand même un marché de demandes sophistiquées qu'il faut aller chercher, qui compense la période précédente, qui fait que quand c'est la libération, les gens investissent, ils repartent vers un monde nouveau. Donc, il y a un essai d'enclenchement, parce que si ça ne se fait pas, l'État a déjà envisagé de réquisitionner une partie de l'épargne. Voire de la taxer, en disant ben, moi je vais la récupérer, je fais un grand emprunt, truc, et puis je vais dépenser, sauf je vais faire de l'infrastructure, je vais faire d'autres choses. Si les gens ne le font pas, il faut bien relancer la machine. En plus, si c'est les gens, ils risquent d'acheter beaucoup de produits d'importation. Donc voilà, l'État est ambigu par rapport à cette épargne de réserve qui, je veux dire, le Français pourrait dépenser 250 milliards. Et ils auraient encore une épargne tout à fait correcte, pour vous donner une idée. Donc, les entreprises, si vous êtes une entreprise, vous vous dire, est-ce que je peux capter une partie de ce pouvoir d'achat, en fait, qui n'est pas dépensé par un manque de confiance et de comment dirais-je, de séduction de ce qu'on me propose, qui soit donc en phase avec ces attentes de la population. Consommation compensatoire, ça s'appelle en économie, mais pas seulement. Et donc là, ça demande d'être bien à l'écoute de la société, parce que il y a des va-et-vient, il y a des choses contradictoires dans ce que disent des gens, ça bouge d'une semaine à l'autre. Par exemple, les Françaises disaient majoritairement se désintéresser en grande partie du luxe qu'ils trouvent superfétatoire après, quand des gens sont morts et tout le machin. Et puis, 15 jours après, ils vous dites qu'ils sont très attirés par les soldes sur les produits de luxe. Voilà, donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en stock. Je dirais, il n'y a rien de plus fluctuant que la demande dans ces périodes-là. Les gens changent assez vite d'idées, ils peuvent reprendre confiance. Donc l'entreprise va faire un travail marketing un peu plus élaboré que d'habitude
pour voir les segments de consommation pour lesquels un pouvoir d'achat existe. Par exemple, comme des gens du Club Med qui faisaient oui, il y avait une vraie demande pour des vacances, grands espaces et tout, et elle a été vite satisfaite par rapport à notre offre. Bon, il n'y avait pas de problème et les moyens étaient là. Donc ça, c'est important de se dire, dans notre domaine, qu'est-ce qui fait rêver les gens, qu'est-ce qui pourrait compenser un petit peu ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qui serait un bon investissement pour eux. Faut se mettre à leur place, donc coopération, marketing, sociologie, écoute des utilisateurs et action assez rapide. On constatera, comme d'habitude, dans quelques mois, que certaines entreprises ont correspondu beaucoup mieux aux attentes de sortie de crise des gens que d'autres, parce qu'elles sont su se mettre à leur écoute, plus en réponse. Donc voilà, ça demande un point. Il y a quand même pas mal d'argent disponible pour des dépenses compensatoires de sortie de crise. Voilà, synthèse, dernier slide. Alors, rappel, les périodes de crise sont toujours des périodes très innovantes. On les a analysées, je ne vais pas revenir sur les études historiques qu'on a faites, que vous pouvez trouver sur le web. C'est surtout des innovations de synthèse, c'est-à-dire qu'on a pas mal de techno, on a pas mal de choses dans les tuyaux. Là, il va falloir, faire des offres correspondant aux besoins de sortie de crise. Et on va le faire. Alors, comment ça se passe? Je vous mets les points clés. Réduction des coûts et des prix. En dehors de ce que je viens d'évoquer, des segments significatifs sur du premium adapté. Les choses sont pas simples. Il y a une segmentation de la demande, il y a toujours des gens qui veulent des trucs sophistiqués si ça correspond à leurs besoins. Ils disent là, on va pas trop chipoter là-dessus, on veut des grandes vacances en famille ou on veut un nouvel véhicule, je sais pas quoi. Mais globalement, on a plutôt réduction des coûts et des prix, ça suppose d'adapter donc son offre pour avoir une entrée de gamme solide, plutôt sur une plateforme très rigoureuse qui va pouvoir servir de base pour une montée en gamme ensuite. Dimension plus humaniste, donc typique, sortie de crise surtout de santé, la santé humaine, découverte, voilà le rôle du médecin, la santé, la fraternité entre les générations, enfin on est en plein là-dedans, il faut y répondre. Ça peut s'atténuer relativement vite dès que ça va mieux. Mais actuellement, et généralement, il va rester des innovations humanistes qui vont perdurer dans la suite des événements. Comme on a eu les Restos du Cœur ou des choses comme ça. On a généralement une poussée humaniste qui va rester, ou l'Armée du Salut, enfin tout un tas de structures qui ont été faites, des produits gratuits. Par exemple, à la suite des épidémies, souvent on a eu des vaccins gratuits. C'est pas nouveau que la Commission européenne ait dit qu'il faut que le vaccin soit gratuit. Le BCG, le vaccin Calmette-Guérin, était gratuit. On vaccinait tout le monde gratuitement. Pour rappeler, parce que c'est la dimension humaine, comme l'école pour tous était gratuite. Voilà. Innovation plus inclusive, donc aller chercher les gens qui n'ont plus les moyens d'avoir une consommation normale. Donc il faut vraiment des offres très low cost pour aller les prendre par la main, pour les ramener. Alors je donne un exemple que j'avais mis dans une vidéo précédente. Quand il y a eu la grande crise des années 20, on avait les grands magasins les plus riches du monde. Et les plus grands magasins du monde, c'était le Bon Marché qui a été le tout premier, c'était le Printemps, les Galeries Lafayette. Ils se sont aperçus que les gens n'avaient plus les moyens d'acheter à ce niveau d'excellence. Et donc ils ont créé chacun une structure Uniprix, Franprix, Monoprix, ils naissent en même temps. Vous voyez, c'est marqué prix dans tout, c'est des produits à faible prix, le plus serré possible. 3000 produits de base, je crois, une marge réduite qui permettait à tout le monde de reconsommer et donc de redonner. Et ça a marché. Et ça a été d'ailleurs un modèle copié par d'autres pays. Et après, c'est remonté en gamme. Monoprix, on ne peut pas dire que ce soit très peu cher. Maintenant, c'est devenu un centre-ville très cher. Mais on a fait une offre d'entrée qui a permis à tout le monde de reconsommer, si vous voulez. Et ensuite, on est remonté avec le retour de la prospérité. Donc là, mais le leader, c'est celui qui va aller plus loin dans l'inclusif, généralement. Restauration de la confiance qu'on a vu, de dire que la vie c'est pas mal quand même, donc les entreprises, alors il faut faire attention, il peut y avoir un décalage complet. Je pensais à la pub que fait actuellement Volkswagen, c'est très beau, après vous dites c'est pas vrai que c'est pour une voiture, quoi. Ça vous montre la joie de vivre, la confiance, se retrouver, l'amour, tout ce que vous voulez. Bon. Là il faut faire le lien avec son activité, en quoi ce que je fais est bon pour les gens et leur donne confiance. Rapidité. Pourquoi? Parce que là, il faut réagir vite. Dans la gamme, on va voir tout de suite, dès qu'on redémarre, il y a toute une partie de produits qui ne se vendent plus. Parce qu'ils sont trop coûteux, ils n'ont pas la gueule qu'il faut. Donc, il faut les repositionner vite face à la nécessité des démarches de problem solving très rapides. Donc, structure d'innovation rapide. Comme des forces d'intervention rapides, si vous voulez. Donc, simplification, c'est un des moyens justement d'avoir des choses plus inclusives. Retour aux fondamentaux.
hein, une offre premium, pas premium, une offre, comment dirais-je, d'accès la moins chère possible et la plus performante. Hein, c'est la Ford T du moment, ou la Volkswagen, ou le McDo, ce que vous voulez, mais, ou l'Airbus. Hein, le mieux que l'on puisse faire à un moment donné, en se préparant à le faire en quantité très importante. Le meilleur moyen de faire de pas cher, c'est de faire en série, industrialisation, donc fondamentaux, et resophistication progressive. Un peu ce qu'a fait Renault avec la Duster. Hein. C'est une version Access, on ne peut pas mettre aussi peu, dit la dame, mais une version premium mais c'est la même structure qui permet d'avoir des réductions de coûts. Comme on dit, en sortie de crise, ça fait vite le tri entre les vrais grands industriels et les autres. Hein. Donc la bataille va être serrée. Il y en a qui absorberont les autres, parce qu'il faudra faire du simple en quantité importante et fiable. Combinaison de technologies existantes. Alors ça, c'est ce qui marche le mieux. On en parlait avec le CEA, justement, récemment. On l'a vu pendant la période de crise. Il y a beaucoup de technologies qui fonctionnent très bien, mais qui ne se sont pas diffusées d'un secteur à un autre. C'est une technologie militaire, électronique, auto, ce que vous voulez. Et là, pour aller vite, trouver des solutions rapides, c'est très efficace, très rapide de coopérer sur des technos existantes. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont... Et beaucoup de produits cultes viennent de transferts de technologie. Hein, je pense à la cocotte Minute Cèpe, qui était aussi un produit de sortie de crise pour cuire rapidement à la vapeur, pas cher, en grande sécurité. C'était une technologie héritée des sous-marins, pour vous donner une idée. Donc, il y a beaucoup de technos qui ne sont pas utilisés, il faut le savoir. On a énormément de technos, dont beaucoup... Elles sont là, donc il faut se rapprocher. Nous, on a fait un lien direct avec une hotline, avec tous les centres de recherche, pour vérifier s'il n'y a pas une technologie déjà existante qui est très efficace, hein, qui va permettre de la transférer. Hein, ce qui a amené donc le fameux masque Decathlon, vous savez, qui était un peu le symbole même d'innovation pendant la crise. Ben, vous trouviez à la fois avec des gens comme Bic qui savaient faire de la très grande série pour des produits, des pièces qui manquaient, c'est leur métier, ils sont leaders mondiaux là-dessus. Puis des gens comme Safran, beaucoup plus élaborés. Et puis Decathlon, qui n'avait pas prévu de faire ça pour ça. Et puis des gens travaillant sur la santé. Donc la combinaison de techno est un point déterminant des sorties de crise. C'est-à-dire qu'on élargit la coopération. Multi-initiative, alors ce qui frappe, dans ces cas-là, tout le monde voit qu'il y a des problèmes, notamment les gens de terrain qui sont plus proches des problèmes que ceux qui sont au 45e étage de la tour, hein, de la grande entreprise. Donc ils s'y frottent tous les matins, donc ils cherchent immédiatement la solution. Avec le patient, avec le médecin, avec qui vous voulez. Donc on n'est pas, c'est pas parce qu'on est marqué sur son front, moi je suis spécialiste de l'innovation, qu'on est proposeur d'innovation efficace. Là, on voit plein de gens qui montent, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle multi-initiative qui est typique des périodes de sortie de crise. On va dire c'est une idée géniale qui est venue de quelqu'un qui s'est frotté à la réalité, qui voyait les enfants lui mourir dans les bras quand il faisait du vaccin contre la rougeole, et du coup il a trouvé quelque chose. Ça, on l'a vu et on va le voir encore. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que les dirigeants d'entreprise sont attachés à l'innovation totale, tous. Tout le monde a droit à proposer des choses. Hein. Coopération élargie, c'est un peu lié aussi à combinaison techno existante, mais pas seulement. Des entreprises s'aperçoivent qu'au repartir vite, c'est mieux de coopérer. On voit des coopérations totalement inattendues. Très peu s'attendaient à ce que Fnac Darty vende des voitures. Bon, or, Fnac Darty va vendre des voitures. Bon. Électriques en coopération avec PSA. Mais on en a eu plein d'autres. On a eu des groupes qui étaient, si je reprends encore Darty, qui coopèrent avec Franprix pour vendre des produits, etc. Aujourd'hui, on se dit, ben, ensemble, on va être plus large, on va avoir un moyen de distribution plus large, on va avoir des meilleurs accès à la production, et donc on trouve, et c'est effectivement, on va trouver des coopérations entre des gens de compétences complémentaires, et c'est très bien, c'est une façon de répondre aux problèmes. Et puis reconfiguration rapide, hein, je vous dis, des innovations à durée de vie courte. Il y a des gens qui viennent d'investir pour pouvoir réouvrir leur restaurant, leur théâtre, ce que vous voulez, avec des parcours difficiles, avec tout un tas de choses. Peut-être que dans 3 semaines, on dira tout ça c'est levé pour y rouler comme d'habitude. Mais il est nécessaire de le faire pour redémarrer. Donc il y a des contraintes, donc il faut être rapide par les temps qui courent, hein, ce qui pousse à des équipes rapides et autonomes. Donc voilà, c'était pour donner les grands axes qui structurent aujourd'hui la reprise d'activité par l'innovation, hein, dans la sortie de crise. Dans 3 mois, on fera un point. On verra déjà les produits cultes qui sortent un petit peu. Là, c'est trop tôt pour donner encore des... On a des idées, mais déjà, il y a aussi respecter le business model des entreprises. C'est encore trop tôt quand ils sont en train de le faire, mais je dirais que ça bouge vite. Et puis, pour ceux qui s'intéressent, rendez-vous le 18 en direct
sur YouTube où on fera un point justement sur les grands axes de stratégie de sortie de crise avec les grands financeurs qui diront l'argent qui est disponible et sous quelle forme, et ça chiffre en centaines de milliards. Et puis une douzaine d'entreprises qui nous diront ils en sont. Là, comment ils reprennent confiance, d'Air France, où c'est un des gars les plus difficiles à cause de la situation des avions, jusqu'à des gens plus, enfin, parce qu'ils sont très présents sur le digital et la cybersécurité comme Thales, en passant par toute une série d'autres entreprises, pour voir que là, le rôle que jouent les gens de l'innovation, les managers de l'innovation, dans cette reprise d'activité. Voilà, merci de votre attention, et puis à prochainement.